Théo Garnier, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur général de Rift, mais aussi l'associé de Lita. Est-ce que tu peux nous dire d'abord ce qu'est Lita et quel est le lien entre Rift et Lita? Oui, tout à fait. Bonjour. Donc Lita, c'est une plateforme d'investissement participatif qui permet à des entreprises de l'économie sociale, c'est-à-dire des entreprises qui essayent de répondre à une problématique sociale ou environnementale, de trouver des investisseurs auprès d'une communauté d'investisseurs particuliers. C'est une plateforme qui a permis de financer plus de 150 projets pour quasi 100 millions d'euros et qui rassemble une communauté de 5000 investisseurs engagés. C'est une forme de finance qui est assez radicale, le circuit court de la finance directement d'un épargnant à un projet. On a été interpellé assez régulièrement par notre communauté d'investisseurs pour demander et qu'est-ce que je peux trouver comme autre produit financier plus classique, parce que ça reste de la finance qui est assez risquée, qui est sur du long terme, qu'on peut pas ressortir, on peut pas ressortir notre argent à la fin du mois. Et donc on a commencé à chercher est-ce qu'il existait des produits financiers qui respectent les mêmes valeurs que ce qu'essaie de promouvoir l'État. Et c'est comme ça qu'on a créé Rift, parce qu'on s'est rendu compte que d'une part, on n'avait pas accès à autant d'informations sur les produits financiers que ce qu'on peut trouver par exemple sur un paquet de biscuits, et que même quand on trouvait des informations, elles étaient jamais uniformes d'une institution financière à l'autre. Donc pour un épargnant et pour nous, si on voulait donner de l'information à cet épargnant, impossible de s'y retrouver. D'accord. Et donc Rift, c'est une application mobile gratuite qui permet à n'importe quel investisseur de rentrer ses produits d'épargne. Donc j'ai 1000 euros sur le livret A de ma banque, j'ai une assurance vie avec tel produit, tel produit, tel produit, et d'abord de savoir ce qu'on finance. Donc, est-ce que je finance plutôt des grandes entreprises, des États, des PME? Quel secteur se finance? Est-ce que je suis exposé à des secteurs dits sensibles? Par exemple, est-ce que je finance le tabac? En tant qu'ancien fumeur, j'ai peut-être pas envie de financer le secteur du tabac. Et son impact environnemental. Donc, savoir quelle est l'empreinte carbone de mon épargne, quel est l'impact sur la biodiversité de mon épargne. Est-ce qu'elle est exposée à ce qu'on appelle des risques physiques, c'est-à-dire des risques liés au changement climatique, les averses comme on a pu voir hier soir à Paris, les épisodes de sécheresse comme on a pu voir cet été, les risques de feu, etc. Voilà, c'est tout ce qu'on appelle les risques physiques. Et alors quand tu dis investisseur dans le modèle de Rift, l'investisseur c'est l'épargnant, c'est le citoyen. Exactement, c'est toi, c'est moi, c'est n'importe quel épargnant qui a même juste un compte bancaire, même s'il a juste 1000 euros sur son compte bancaire, il va pouvoir utiliser Rift pour voir ce qu'il finance à travers les 1000 euros qu'il laisse sur son compte bancaire, parce que peu importe la somme que j'ai, que je laisse dans une institution financière, elle va toujours être utilisée pour financer un projet ou un autre. Et dans l'ITA, donc là il y a une mesure précise du montant qui a été investi. En revanche, est-ce que Rift vous permet de mesurer l'épargne qui a été ciblée de cette manière-là? Alors, c'est pas quelque chose qu'on mesure parce qu'on garde le minimum d'informations possibles sur les utilisateurs. Ça a été un choix dès le début. On a besoin d'une adresse mail, d'un mot de passe juste pour sécuriser les comptes, mais on garde le minimum d'informations possibles. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 50 000 personnes qui utilisent l'application et qu'on a à peu près 12 000 personnes qui sont passées à l'action d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que soit elles ont interpellé leur conseiller, c'est la deuxième partie de Rift, c'est le passage à l'action. Donc soit elles ont interpellé leur conseiller pour dire bon bah moi j'ai vu que mon épargne finançait tel secteur, que j'avais plutôt une empreinte carbone qui était par exemple pas extraordinaire, et donc je voudrais engager un dialogue avec vous pour trouver des produits financiers qui correspondent à mes valeurs et qui me sont vraiment adaptés. Soit ils ont fait tout un questionnaire qu'on a qui permet de sélectionner les critères extra-financiers qui nous intéressent. Donc par exemple moi je vais être plus sensible au fait d'exclure certains secteurs parce que c'est contraire à mes valeurs. Au contraire, je vais être plus sensible au fait d'investir dans des entreprises qui sont pas forcément les meilleures, mais celles qui se transforment le plus. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit transformer la société, en faisant en sorte que les grandes entreprises qui sont pas forcément historiquement les plus performantes d'un point de vue justice sociale ou justice écologique se transforment. Et là, on va avoir accès à toute une liste de produits financiers qui correspondent à toute ou partie de nos valeurs. Et là, on a tant d'utilisateurs qui également ont sélectionné au moins un produit financier en favori pour aller ensuite voir leur conseiller et dire bah, moi je veux ce type de produit financier. D'accord. Donc c'est le fait de mettre un produit en favori qui vous permet de mesurer le nombre d'interactions susceptibles de découler de l'application. Exactement. Nous, en fait, non, on ne fait pas du conseil financier. Donc notre travail il s'arrête jusqu'au fait de susciter l'envie d'en savoir plus sur la finance durable, mais ensuite on laisse le rôle aux professionnels de secteur, que ce soit le conseiller bancaire, le conseiller en gestion de patrimoine, de reprendre la balle au bon et échanger avec son client pour lui conseiller des produits financiers qui sont pas seulement adaptés en niveau de risque et de rentabilité, mais qui sont aussi adaptés en termes de valeur. Et Rift a été lancé en 2017. Donc là, vous commencez à avoir déjà quelques années de recul. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les grands événements dans l'actualité et le taux d'adoption et l'usage de l'application? Alors c'est vrai que nous, on essaye aussi
beaucoup rebondir sur ces grands événements de l'actualité parce qu'en fait ils sont très généralement liés à notre épargne. Ouais. Quand on a des organismes qui sont censés s'occuper de nos anciens, qui en fait se trouvent être des machines à cash, et très souvent toi et moi, on y est exposé à travers notre banque ou à travers notre assurance vie. De la même façon, quand on a un grand acteur pétrolier qui voit qui n'a pas bien entretenu son matériel et on voit une catastrophe écologique, que ce soit un bateau transporteur de pétrole qui est percé, une plateforme pétrolière qui entre en feu, très souvent, il y a une personne sur 3 qui est exposée à travers son épargne. Et donc, on essaye aussi, à travers les événements du quotidien, de montrer à quel point le rôle de l'épargne est crucial dans la transition écologique et sociale, et on voit effectivement que c'est ce qui marche le plus, c'est-à-dire que savoir j'ai une empreinte carbone de 10 tonnes de CO2 à travers mon épargne. Alors certes, on se rend compte de l'ordre de grandeur, ça c'est important parce que 5 000 € sur un compte bancaire, c'est l'équivalent d'un aller-retour Paris-New York en avion. Okay. Donc n'importe qui a un petit peu d'épargne à gauche a une empreinte écologique qui est quand même considérable par rapport à son empreinte en tant que consommateur. Mais c'est pas forcément ce qui est le plus actionnable. En revanche, quand je vois que je suis exposé à une entreprise qui a une action qui est contraire à mes valeurs, là c'est très actionnable. Je dis je ne veux plus soutenir cette entreprise, je veux plus la financer, ou je veux m'engager dans des processus de transformation de son entreprise, par exemple à travers ce qu'on appelle de l'engagement actionnarial, et demander à ma banque, à mon institution financière, comment elle fait pour essayer au quotidien, en contact de l'entreprise en tant qu'actionnaire, l'entreprise souvent rend des comptes à ses actionnaires, comment elle fait pour essayer de la transformer de l'intérieur. D'accord. Et la tendance en nombre d'utilisateurs aujourd'hui, quel est un petit peu le volume mensuel ou annuel d'inscription, et surtout les perspectives à 5 ans que vous êtes fixées? Ouais, alors c'est vraiment dents de scie, hein. Il y a on va voir effectivement une actualité qui est assez porteuse. On va pouvoir faire 15 000 téléchargements dans le mois. Ouais. Et au contraire, là au mois d'août, on est sur juste quelques milliers de téléchargements dans le mois. Comme j'ai dit, un peu plus de 50 000 utilisateurs. Nous, l'objectif qu'on a en tête, c'est d'atteindre le million d'utilisateurs, qui est un peu la masse critique pour vraiment transformer les institutions financières. On voit déjà qu'on a un grand retentissement. Très honnêtement, moi j'ai été très agréablement surpris de l'accueil qu'on avait chez la plupart des institutions financières, qui, dès qu'on a lancé l'application, qu'on commençait à avoir quelques milliers d'utilisateurs, ont commencé à s'intéresser à ce qu'on faisait, à discuter avec nous, qui, même quand on fait des actions qui les embêtent un petit peu, qui sont un petit peu un caillou dans la chaussure, viennent échanger avec nous pour comprendre pourquoi on fait ça, pour essayer aussi d'apporter la meilleure réponse possible à leurs clients. Donc on voit déjà qu'avec 50 000 utilisateurs, on arrive à avoir une oreille attentive d'une partie des personnes chez les institutions financières. Avec 1 million d'utilisateurs, ça ne sera pas seulement une oreille attentive, mais un passage à l'action, je pense. Très bien. Et les relations avec justement les établissements financiers, est-ce que vous les entretenez en direct, au-delà de l'impact indirect, en suscitant finalement une discussion entre l'épargnant et l'institution financière? Oui, tout à fait. Alors on a de toute façon une relation en direct pour la question des données. Nous, pour créer la base de données, ça a été le plus grand travail chez Rift. C'est plus de 173 000 points de données, 16 000 produits financiers analysés à travers 7 indicateurs. Donc ça a été un travail de plus de 2 ans pour rassembler toutes ces données-là auprès de sources publiques. Donc là, on va dans les rapports et puis on le fait à la main ou par des processus semi-automatisés. Et aussi des bases de données privées qu'on a été obligé d'acheter. Et on va toujours échanger avec les institutions financières pour comparer nos données avec leurs données. L'idée étant de voir, est-ce que parfois ça arrive qu'on ait des données qui soient un petit peu trop anciennes. Parfois il y a des données qui dans tout ce processus là peuvent être corrompues. Donc de toute façon on va voir les institutions financières pour leur proposer d'échanger de la donnée plus récente, et c'est le cas avec 2 institutions financières qui aujourd'hui ont mis des ponts de données avec nous. Elles nous envoient tous les mois des données en direct plutôt que ça passe par tout ce circuit là. Ensuite on a aussi des échanges réguliers avec ces institutions financières pour essayer de trouver un modèle économique. L'idée étant de voir comment on peut accompagner ces institutions financières à faire plus de transparence. Je pense pouvoir dire qu'il y a aujourd'hui assez peu d'institutions financières qui arrivent à créer ce dialogue avec leurs clients. Je ne sais pas vous dans votre banque, mais moi dans ma banque personnellement, je reçois pas d'informations sur ce que finance mon épargne qui me semble convaincante. Donc c'est un travail qui est en cours. Je pense qu'il y a plus beaucoup d'institutions financières qui pensent qu'on peut faire comme si de rien n'était, comme il y a une dizaine d'années où la finance n'est pas immorale mais amorale. Elle finançait juste le marché. On se rend compte que la finance a un rôle dans la transition écologique et sociale, et donc ce travail-là qui est à faire, elles se rendent bien compte qu'elles ont besoin aussi de s'inspirer d'initiatives privées, même si elles ne sont pas toujours d'accord avec nous. Donc on échange assez régulièrement avec, je dirais, à peu près la moitié des grandes banques et assurances françaises.
Après, il y en a toujours qui font la sourde oreille, mais c'est pas la majorité. Donc en fait, vous êtes une plateforme d'intermédiation sur la transparence finalement des données d'épargne. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on essaye, c'est de mettre ce sujet de la transparence au milieu du débat public pour susciter l'intérêt des épargnants, parce que c'est quand même pas le sujet qui est le plus naturel. Quand on parle par exemple de nourriture, c'est bien plus naturel parce que c'est quelque chose qu'on ingère au quotidien, donc on se dit bon, si il y a n'importe quoi dedans, je suis en train de m'empoisonner, c'est plus évident. Ouais. C'est à l'échelle individuelle. La finance, on est sur une échelle collective, c'est-à-dire que même si moi je change ma finance tout seul dans mon coin, ça ne sert pas à grand chose. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des mouvements qui se créent pour transformer la finance, et l'impact en revanche il est aussi collectif, c'est-à-dire que s'il y a une institution financière par exemple qui décide de sortir du charbon pas à horizon 2040 mais à horizon 2030, ça a un impact qui est considérable, bien plus que si moi tout seul je décide de changer de fournisseur énergétique, et donc on essaie de mettre ce sujet sur la place publique pour que les épargnants s'en saisissent, et dans un deuxième temps, et on pense aussi que c'est nécessaire que les pouvoirs publics s'en saisissent. Parce que sur le sujet de la transparence des institutions financières, bien sûr, il y a besoin d'un mouvement citoyen qui demande auprès de leur banque, mais on se rend bien compte aussi que le régulateur a un pouvoir central. Ce qui est important peut-être de mentionner, c'est que on est peut-être juste un tout petit peu en amont sur des régulations qui sont quand même déjà en cours à l'échelle européenne, qui sont pas parfaites, peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais il y a tout un ensemble réglementaire qui est en train de se mettre en place pour promouvoir plus de transparence sur les produits financiers, pour faire en sorte que les épargnants comprennent ce qu'ils financent avec leur épargne. C'est pas parfait, mais c'est quand même en cours, et donc plus la pression citoyenne est forte, plus aussi ces régulations qui sont définies à l'échelle européenne seront transcrites dans le droit local de façon ambitieuse. Très bien. Merci beaucoup Léo pour toutes ces explications, puis bon courage pour le développement de l'application. Merci beaucoup.